Ok, bonsoir tout le monde. Euh, je suis très content, c'est comme un accomplissement parce qu'en fait, on s'est rencontrés dans une période d'apocalypse qui s'est appelée le Covid. La première personne qui m'a écrit parmi mes collègues, directeurs artistiques, etc., il y en a eu 28, 30, quelque chose comme ça. Quand on a annulé, par solidarité, c'est Marc Atala. On se connaissait absolument pas. Moi, j'adorais son musée. Probablement qu'il, lui, en fait, il n'en savait rien de ce qu'il pensait du FIF. Et puis, on s'est écrit, on a mangé ensemble, on s'est écrit, etc. On a vu qu'on avait les mêmes passions. Enfin, en tout cas, moi, c'est le fantastique et tout ça. Voilà, je suis un enfant de Mad Max, en fait. C'est de Blade Runner et tout ça. Et je vais faire très vite parce qu'il y a des gens qui doivent partir pour une séance à 7 heures. Donc si vous voyez sortir des gens, ne les sifflez pas. C'est pas parce qu'il n'est pas intéressant, c'est parce qu'ils ont un autre film à voir. Donc je fais très 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 vite. Juste pour remercier Marc parce qu'on a aussi, et je ne sais pas si tout le monde le sait, une collaboration avec la Maison d'Ailleurs qu'il dirige. Qui fait que si vous avez un billet de cinéma que vous avez acheté pour le FIF, vous pouvez aller à la Maison d'Ailleurs. Vous avez une entrée gratuite pour l'exposition géniale qui s'appelle Transformation et dont il ne va strictement pas parler pendant cette conférence, puisque cette conférence porte sur toute autre chose. Et merci d'être là. Et je vous demande de l'applaudir. Bon, merci Thierry. Déjà, merci pour l'invitation. Je me rappelle effectivement assez bien de ce jour où je t'ai proposé de venir. Ce qu'il a oublié de dire, parce qu'il est plutôt sympathique, c'est que en fait, je l'avais invité dans un des festivals, enfin un festival que je dirige, et le festival a aussi dû être annulé, ce qui fait que ça a pris un peu plus de temps que prévu de collaborer ensemble. Voilà, comme j'ai pour objectif de vous faire rater votre film de 19 heures, on va essayer de faire ça assez bien. L'idée, c'était de pouvoir réfléchir à la question de l'apocalypse avant le cinéma, ou plutôt de tous ces films qu'on appelle post-apocalyptiques et qui peuvent être parfois perçus par le public comme étant, on va dire, problématiques, sombres, pessimistes. On a même entendu à l'inauguration du FIF vendredi passé presque cette question qui est de dire mais pourquoi est-ce qu'on regarderait ces films un peu sombres alors que ça serait beaucoup plus sympathique de rire. Effectivement, cette idée que la fiction devrait être comme ça. Hein. Euh, euh, Déjà, si vous êtes là, vous vous ennuyez comme un rat mort. Hein, déjà, c'est-à-dire en fait, vous connaissez l'adage qui est quand même assez riche de sens, qui est les gens heureux n'ont pas d'histoire. Comment raconter le bonheur autrement qu'en espérant qu'il reste tout le temps. Et dès qu'il bouge, dès qu'il se met à bouger, dès qu'il y a de l'événement qui arrive, il est toujours un peu friable. Cette idée que la science-fiction, donc, devrait nous décrire des paysages magnifiques, mais nous les décrire et peut-être pas nous les raconter, parce que si je suis en train de vivre dans ce truc-là, bon, à part peut-être le fait que si je suis allergique au pollen, ça risque d'être compliqué, mais pour le reste, on ne sait pas trop bien ce que les gens pourraient y vivre. Or, il s'avère que la science-fiction, tout au long du XXe siècle, est dans un de ces genres particuliers qu'on appelle le post-apocalyptique, dont je vais vous parler ce soir, a plutôt évidemment raconté l'inverse que ces mondes-là. Ici, je montre une image d'un artiste belge qui s'appelle Lux Coyton, dans un projet d'architecture utopique qui s'appelle les cités végétales. Dans le post-apocalyptique, vous le savez, le monde, beaucoup moins sympathique que ça, ressemble plutôt à ça. Hein. C'est-à-dire que d'un coup, il n'y a plus beaucoup d'êtres humains, l'eau a disparu, les bateaux sont à même le sol, ça fait un petit peu moins envie. Et j'avais comme envie ce soir de vous parler un petit peu de ce post-apocalyptique, d'essayer de comprendre en fait, de poser une question assez simple. Vous savez, quand on dirige un musée, on doit toujours poser une question qui est simple. Par exemple, pourquoi y a-t-il du post-apocalyptique? Voilà. Pourquoi des types se sont dit un jour dans leur vie, je vais raconter la fin du monde, alors que manifestement, elle n'est pas là. Hein, manifestement, ça va, vous êtes assis dans vos fauteuils, ça se passe bien. Il y en a même qui ont des verres à la main et qui ne partagent pas leurs verres avec les gens sympathiques. Donc, il y a toutes ces choses-là qui existent. Mais il y a des types qui se sont dit, on va raconter la fin du monde, quoi. On va raconter, voire même comment les gens survivent à cette espèce de monde détruit, hein, post-apocalyptique, le monde d'après. Pour pouvoir en parler, je vais avoir besoin de quelques outils. Hein, je suis un peu obligé de passer par cette partie pas marrante, mais je vais quand même passer par cette partie pas marrante. Mais je vais me faire guider par une idée générale qui est la suivante. J'avais vu dans un magazine qui est édité par le FNS, hein, le Fonds pour la recherche scientifique de la Confédération. Ici, vous avez la revue qui s'appelle en fait Horizon, la revue donc. Et dans cette revue, il y avait un article, on est en 2016, il y avait une journaliste qui semblait découvrir cette espèce de genre qu'on appelle le post-apocalyptique, qui existe depuis bien longtemps, et les fans de cinéma
que vous êtes le savent, et qui se demandaient pourquoi on racontait ça, en fait. Pourquoi on racontait ces fins du monde. Elle essaie de comprendre ça en 3 points. Elle dit, bon, première chose, les films, je ne vais pas vous le lire, enfin oui, quand même. Les films post-apocalyptiques ont un impact sur les spectateurs et leurs croyances. Voilà. Ça, on l'a tous vécu. Par exemple, moi, je me rappelle quand j'étais adolescent et que j'allais voir des films de kung-fu. Je sais, c'est un peu has-been, mais c'était quand même un peu la mode. Et ben, quand on sortait du cinéma entre copains, on pensait qu'on était tous Bruce Lee. Ce qui était manifestement pas le cas, qui nous créait vers le ridicule, mais qui faisait qu'à un moment donné, on se disait ah, j'aimerais bien vivre ce truc. On a vécu pendant peu de temps après le film, hein, vous savez que l'immersion fictionnelle prend un peu de temps, en sortant du film, je suis toujours habité par ce que j'ai éprouvé. Je ne l'ai pas seulement regardé, je l'ai éprouvé, et je me prends pour Bruce Lee. C'est la même chose quand vous embrassez quelqu'un au cinéma, même si par ailleurs vous venez de vous faire la gueule. Comme quoi, quand on fait la gueule, il vaut mieux aller voir un film d'amour parce que ça vous donne envie d'embrasser l'autre. Alors qu'un film de kung-fu, peut-être pas. Hein. Donc ça, c'est la première chose. C'est que le premier argument que donne la journaliste, c'est que pourquoi est-ce qu'on raconte des films de post-apocalyptique? Peut-être parce qu'il permet de nous sensibiliser, de nous faire vivre la question climatique. Il y a un philosophe de la durabilité qui s'appelle Jean-Pierre Dupuy, qui disait ce qui est assez particulier avec la catastrophe climatique, c'est qu'on sait qu'elle va arriver, mais qu'on n'y croit pas. Ce qui est d'ailleurs un peu notre situation à nous tous. On sait pertinemment que tout ce qu'on est en train de faire au quotidien, vous comme moi, ça nous conduit vers la catastrophe climatique. Même quand vous allumez l'eau chaude, c'est fini. Vous faites partie de ça. Et pourtant, on n'y croit pas, parce que sinon, on n'allumerait plus l'eau chaude. Et cette idée de la croyance est intéressante, puisque l'idée de la croyance, vous voyez ici, hein, sur leur croyance, l'impact sur les spectateurs et leur croyance, c'est typique le propre de la fiction. Pendant la fiction, j'y crois. Ce qui est même assez bizarre au cinéma, lorsque je vois Brad Pitt, qui manifestement ne me ressemble pas, à l'écran, je pense que c'est moi. Sinon, la star system ne marcherait pas. Hein, il faut que je puisse, pendant un moment, penser que lorsqu'il embrasse Angelina Jolie, par exemple, c'est moi à sa place. Sinon, je n'éprouverai pas d'émotion, je ne serai pas touché, ému, je ne pleurerai pas, je n'aurai pas peur. Hein, je crois que c'est ce que je vois à l'écran m'appartient. C'est ma vie à moi. D'autre part, l'autre propriété des films post-apocalyptiques, c'est qu'apparemment, ils arrivent à rendre un monde perceptible au niveau sensoriel. Bon, je vous passe le Embodied Cognition, qui n'est pas très importante pour mon propos. Et puis à la fin, un truc un peu condescendant, les neurologies doivent être intégrées aux analyses littéraires et cinématographiques. Sauf que ça fait bien longtemps qu'on fait de la littérature et du cinéma, et peut-être même avant les débuts de la neurologie. Donc ça, on va passer un peu outre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, évidemment, la conclusion de l'article, c'est que ces films-là sont plus qu'un simple divertissement. Et le but de la conférence de ce soir, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ce ne sont pas que des divertissements. Mais je dois passer par un truc un peu pénible. Et je vais vous le faire vite, parce qu'on m'a appris qu'il fallait, à un moment donné, poser le décor, et après, il fallait speeder. Et vous allez me suivre. Voilà. Donc, habituellement, on pense que la science-fiction, au centre de l'écran, c'est un cinéma ou une littérature qui nous prédit l'avenir. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que le jour où vous voulez, pour comprendre l'avenir, lire un roman, c'est que vous êtes tombé très bas. En général, la raison pour laquelle on lit un roman, on voit un film, c'est pour éprouver des émotions. Sauf que ce qui est assez particulier dans le champ de la science-fiction, c'est que le monde qui nous est décrit ressemble étrangement au nôtre. Pause, on continue. Ce truc qui est différent, c'est qu'on se dit, tiens, c'est étrange, ce monde est différent, mais je le comprends. Imaginez maintenant quelqu'un du Moyen-Âge qui débarque aujourd'hui dans cette salle de cinéma. Il ne comprend rien. Donc le fait même de pouvoir imaginer qu'on comprend un monde du futur prouve que ce monde du futur n'est pas vraiment futur. Il est assez présent. Hein, sinon, on ne comprendrait rien. Hein, on ne comprendrait strictement rien. Donc dans la science-fiction, il y a des robots, il y a des extraterrestres, il y a des fins du monde, il y a des cataclysmes, il y a toutes ces choses qui ne nous sont pas arrivées. Vos robots, chez vous, ce sont des aspirateurs. Ce qui est manifestement le cas. Hein, c'est des aspirateurs, Roomba pour ne pas citer. Il n'y a pas d'extraterrestres. Enfin, l'univers est super grand, mais il n'y a toujours pas un type qui est... Voilà, on se dit pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas sur Terre. Bon, après, le problème du cosmos, c'est que c'est difficile de se repérer quand même. Il n'y a pas de carte GPS du cosmos. Mais quand je vais voir ces films-là, je peux avoir tendance à penser que ces films nous parlent du futur, de quelque chose qui va nous arriver. Et l'une des théories que je défends, c'est cette idée bizarre que la science-fiction, et ça va être important pour la question du post-apocalyptique, est affaire de métaphores. Alors, rappelons-nous ce que c'est qu'une métaphore, souvenir du gymnase, du lycée et autres écoles.
C'est simple, c'est une image, comme par exemple, l'homme est un loup. Voilà, si je vous dis ça, vous me dites oui, c'est une métaphore. Le problème, c'est que ce que vous avez pas, ce que vous thématisez pas, c'est non, non, non. L'homme n'est pas du tout un loup. Il suffit que vous ayez un loup dans votre jardin pour vous rendre compte que. Hein, donc vous faites automatiquement dans notre tête, on fait le lien sur le fait que non, l'homme n'est pas un loup, mais il y a quelque chose chez le loup, des propriétés du loup qui semblent, disons, passer sur l'homme comme ça. Hein. Il y a plein de trucs comme ça. C'est comme l'amour est une flamme. Non. Non, à part chez Goethe où vous cramez comme ça, vous pouvez être amoureux tout ce que vous pouvez, et ben vous ne brûlez pas, manifestement. Pourtant, vous comprenez que l'amour est une flamme, c'est quelque chose qui fait sens, ça semble être quelque chose de juste. Ça parle de l'expérience humaine, de l'amour, ou de la passion amoureuse en l'occurrence pour la flamme, même si manifestement vous ne brûlez pas de l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle une métaphore. Et ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que les catastrophes de la science-fiction ne sont pas les catastrophes du monde réel, mais autre chose. Pourquoi ces catastrophes représentent autre chose que celles qu'on nous décrit, qu'on nous prédit pour le futur. Il y a un philosophe que j'aime bien qui s'appelle Paul Ricoeur, qui dit que les métaphores sont des impertinences sémantiques. Ça paraît compliqué, mais en gros, c'est je mets ensemble. L'homme est un loup. Ça ne marche pas ensemble. C'est impertinent. L'homme n'est pas un loup. Mais le langage passe son temps à créer ce genre d'impertinence pour créer des sortes de nouvelles images permettant de décrire ce qu'est un être humain. Vous voulez une nouvelle image? On va en parler plus tard, c'est pour ça que je me permets de passer par là. En 1920, il y a un dramaturge tchèque qui s'appelle Karel Čapek, qui écrit une pièce de théâtre assez mauvaise, pour ceux qui veulent s'ennuyer un moment, qui s'appelle RUR. Il s'avère que cette pièce de théâtre est assez mauvaise, mais elle a inspiré, par le biais de Thea von Harbou, le film Métropolis de Fritz Lang. Hein. Donc cette pièce de théâtre de 1920, c'est la première pièce dans laquelle apparaît le mot « robot », qui veut dire, en tchèque, l'esclave, la corvée. Sauf que dans cette pièce de théâtre, les robots sont des êtres humains, comme vous et moi, à qui on a ôté l'âme. Donc c'est comme moi, sans âme. Voilà, donc ce n'est pas des machines, c'est des êtres humains de chair et de sang, mais qui n'ont pas d'âme. Bon, je vous passe l'histoire qui n'est pas très intéressante, mais en substance, on comprend d'un coup qu'on dit « Ah tiens, on a créé des êtres humains dans une usine, qu'on appelle des robots, enfin des robotas, hein, des robots comme ça, qui sont des humains sans âme, et comme vous pouvez l'imaginer, parce qu'on comprend assez bien ça, qu'est-ce qui va se passer? Comment faire pour que ces robots aient une âme? Évidemment, quand ils ont une âme, puisque c'est des esclaves qui servent à aider les êtres humains, dès qu'on leur rajoute de l'âme, qu'est-ce qui va se passer, à votre avis? Ils se révoltent. Hein, parce que l'âme, c'est la conscience. Et du moment où je prends conscience que je suis un esclave, je me révolte. Ça vous rappelle peut-être quelqu'un. C'est le capitalisme de Marx, hein, le communisme de ça. Hein. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Prenez conscience que vous maintenez les forces de production. Dès que vous avez pris conscience, l'âme, que vous êtes plus nombreux que les capitalistes, vous vous révoltez, vous instaurez le monde communiste. Autrement dit, les premiers robots sont des communistes. Ou plutôt, ce sont des métaphores de ce que c'est que le prolétariat dans les années 1920, c'est-à-dire des êtres humains fabriqués en usine parce que travaillant en usine. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous parler du film Les temps modernes de Chaplin, mais voilà une bonne image du robot de Čapek, hein, l'être humain qui est tout le temps en train de faire la même chose. Ce n'est pas du tout les robots du futur, c'est des métaphores de quelque chose d'autre, des images impertinentes qui disent l'homme est un robot. Et d'ailleurs, ça nous arrive tous, ce sentiment-là, parfois d'avoir l'impression d'être des robots. J'en parlerai après. Et voilà, après c'est fini. Donc on a compris cette idée, on va se mettre ça dans la tête. Lorsque je vois une métaphore, lorsque je vois un film de science-fiction post-apocalyptique, c'est-à-dire lorsque l'être humain est détruit, je me dis, avant de dire « Ah, voilà la catastrophe écologique », je vais dire « Ceci est peut-être une image impertinente ». C'est-à-dire qu'elle nous parle d'autre chose. Hein. Que lorsque je vois une image qui est d'un monde détruit, je vois peut-être autre chose qu'un monde détruit. J'ai fait ce schéma, pas pour le commenter en entier, mais plutôt pour vous dire que nous, je vais juste voir où je suis, voilà. Nous, dans la science-fiction post-apocalyptique, ceux qui sont allés voir Silent Green ou ce soir Stalker, ben on est dans le monde autre, là. Et c'est celui-là qui nous est raconté. Il s'avère que ce monde autre est le fruit d'un processus logique assez complexe qui s'appelle la conjecture. Et si vous voulez en savoir plus, il faut aller voir les présentations
des films de Camille. Donc la conjecture, c'est-à-dire en fait une extrapolation rationnelle. Je dis, voilà, je suis dans un monde comme le nôtre, j'imagine le futur. C'est comme on dit, ah tiens, l'année prochaine, je vais aller en vacances en Grèce, par exemple. Vous faites une conjecture, c'est une extrapolation rationnelle. Vous ne savez pas comment vous serez l'année prochaine, vous ne savez pas si on pourra toujours voler en avion, vous savez à peu près rien, mais vous faites une extrapolation rationnelle, assez évidente et triviale. Tout comme si vous imaginez le développement technologique, vous faites des extrapolations rationnelles. Donc nous, on est dans un monde différent qui vient de notre présent extrapolé. Nous vivons dans un monde où nous prédit en permanence des catastrophes climatiques. Je peux donc dire, imaginons un monde où c'est arrivé. Extrapolation rationnelle. On nous raconte l'histoire de ce qu'il va se passer pour l'être humain si c'est arrivé, mais que va faire le spectateur ou le lecteur? En fait, il va revenir à son présent. Il va dire, tiens, c'est drôle, ce que je viens de vivre, dans mon présent, on en parle, dans mon actualité, on en parle. Autrement dit, ce qu'il va vivre à travers la fiction, c'est ce qu'on appelle la paraphrase, comme si ce film me racontait moi, mais plus tard. Voilà, c'est un truc un peu bizarre, c'est comme ça que marche la fiction, et c'est pour ça qu'on peut éprouver des émotions. C'est pour ça que c'est impossible d'aller voir un film d'amour, sauf les masochistes, quand vous venez de vous faire larguer. Parce que d'un coup, il y a un truc bizarre, c'est comment je fais pour faire une paraphrase. Ah, ils sont heureux et moi pas. Donc l'émotion est un peu contradictoire. Ou alors on a envie de se faire du mal, de pleurer encore plus longtemps, et puis là, ça marche assez bien. Il faut faire un peu de catharsis, sortir les émotions, comme disait Aristote. Donc les films post-apocalyptiques, beaucoup moins marrants que les histoires d'amour, ils nous racontent une histoire d'un monde qu'on sait être impossible, qui prend son sens du monde qu'on connaît, aujourd'hui, et puis qui nous permet peut-être de revenir différemment dans le monde qu'on connaît toujours, le nôtre. Comme si le cinéma, et je ne vais pas jouer sur les mots, mais on en parlait ce matin à la radio, nous offrait un regard et un autre regard sur le monde. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, puisque la fonction de la métaphore, qui est une des fonctions principales de la métaphore, c'est de nous permettre de décrire autrement le monde et nous-mêmes. Le jour où je comprends que je suis peut-être un robot, je me vois autrement. Je peux raconter ma vie autrement. Et vous le savez parce que vous le faites tous, on passe notre temps à raconter notre vie. Peut-être même des fois que ça agace les gens, en passant. Donc nous, on va s'intéresser à ces fictions bizarres. Alors j'ai pris évidemment que des films relativement... des films, voilà. Post-apocalyptiques, récents, Doomsday, un immense chef-d'œuvre, le livre d'Eli, Oblivion, Right at Your Door. Bon, les plus connus, c'est The Road, évidemment, les Resident Evil aussi. Je ne vais pas tellement commenter ces films-là, j'en ai d'autres qui m'intéressent. Parce que je vais partir du principe que le post-apocalyptique, c'est-à-dire les récits de fin du monde, ou plutôt les récits de survivants à la fin du monde, c'est un genre identifié de la science-fiction qui a subi pas mal de mutations au XXe siècle. Il s'inscrit évidemment dans une très vieille tradition, on va dire plus ancienne, comme le disait Thierry ce matin, que la Bible, puisque les premiers récits mésopotamiens touchent la question de la fin du monde avec le déluge, etc., à cette idée que les divinités, Dieu dans la tradition chrétienne, hébraïque, va pouvoir parfois dire, bon là l'équipe il déconne un peu, on efface, on recommence, on en laisse quand même quelques-uns, il faut quand même qu'ils puissent se reproduire, même si c'est Dieu, il pourrait recréer à zéro, mais il dit, bon on va laisser quelques-uns, Noé par exemple, et puis on recommence en imaginant qu'évidemment on recommence différemment. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, je vais peu le commenter, mais vous avez remarqué qu'il n'y a rien de pire que les discours politiques, ça on le sait tous. Pourquoi? Parce qu'on nous accable. Et c'est un peu comme Dieu avec la sagesse en moins. C'est-à-dire, c'est à cause de vous que ça merde. Oui, mais nous, on fait ce qu'on peut. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, je fais ce que je peux. Quand j'habite à Yverdon et que je dois venir à Fribourg, je peux venir à pied. Ça fait un bout. À vélo, ça fait un bout. Je suis beaucoup trop vieux, je vais mourir en cours de route. Donc, il me reste le train, électricité, donc électricité centrale nucléaire. 70% de l'énergie électrique en Suisse est fabriquée par le nucléaire. Il me reste la voiture. Bon, ça, voilà. L'hélicoptère, utile. Rapide, mais un peu cher pour ma bourse. Donc, en fait, je fais ce que je peux. Et nous tous, vous comme moi, on fait ce qu'on peut. Donc, c'est bien sympa de nous dire que c'est à cause de nous, mais nous, on dit, bah ouais, mais en même temps, c'est pas nous qui avons choisi d'exister dans ce monde. Et cette idée d'une punition, parce que c'est à cause de vous, on va vous punir, ça, c'est une sorte d'héritage des discours religieux, puisqu'évidemment, dans toutes les traditions sacrées, lorsque Dieu ou les dieux font table rase, c'est pour punir l'homme. On garde cette espèce de vieux fond mythique de la punition.
Maintenant, on dit merde, stop ces histoires, désolé pour les enregistrements. Il n'y a plus de raison de. Bon. Mais on a cette espèce d'idée-là, alors qu'en fait, on n'en sait strictement rien, et nous, on n'a rien demandé à personne, et on se dit, bon, bah, je vais changer d'ampoule, parce que, bon, au moins, je me sentirai un peu moins coupable. Mais mon mode de vie en entier est coupable. 1500 paquets Zalando par jour en Suisse, sans compter Wish, Alibaba et tout le reste. 1500. Taux CO2 de votre truc à 2 francs 50 ou 2,50 $, énorme. Voilà. Et maintenant, on va tous pleurer un petit coup, et on va continuer avec la fin du monde. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le post-apocalyptique, pour le définir, c'est un courant de la science-fiction. Il y en a plein. Le cyberpunk, les retours dans le temps, enfin les voyages dans le temps, les voyages dans le futur, enfin tous ces trucs-là, les films de robots, le dieselpunk, voilà, le steampunk et autres choses comme ça. C'est un courant qui raconte les conséquences, vous le voyez, à la fois sur la société et à la fois sur l'être humain, des catastrophes, qu'elles soient naturelles, hein, par exemple l'astéroïde qui arrive sur Terre. C'est pas nous, ça. Là, on peut se dire que c'est pas nous. Hein. Si c'était une punition cosmique, ou artificielle, explosion nucléaire. Ce qui est intéressant, c'est que pour moi, le post-apocalyptique, il ne va pas chercher à nous accabler et à nous accuser. Il faut être un peu fou pour passer par la fiction pour faire ça. Ou alors passer par des formes de fiction un peu propagandistes, ce qu'on appelle les fictions à thèse, c'est-à-dire on veut absolument nous faire passer un message, et on profite du fait qu'on est un peu comme ça devant l'écran pour dire, ah voilà, ils n'ont plus de résistance. Hein. D'ailleurs, c'est exactement le sujet de la nouvelle exposition de la Maison d'Ailleurs, Transformation, dont je ne vais pas vous parler, mais qui parle de la question de la censure et de la propagande dans la fiction populaire. Ce qui est intéressant, c'est que du moment où je raconte ces espèces de fin du monde, alors si ce n'est pas pour faire peur aux spectateurs, ni pour les transformer en écolos, c'est peut-être qu'il y a d'autres raisons. Peut-être que j'ai envie de faire autre chose. Et là, la métaphore revient un petit peu à la surface. Peut-être que je veux leur raconter ou leur faire passer une autre émotion. Peut-être que j'ai envie même qu'ils racontent leur quotidien autrement. Hein, puisque finalement, dans la fiction, je raconte tout le temps. Hein, on en discutait ce matin avec Thierry, on disait, ce qui est drôle, c'est qu'on peut dire, ah, j'ai bien aimé ce film, j'ai bien aimé ce film ou cette série TV ou ce roman. Mais est-ce qu'on raconte comment ce film, cette série TV ou ce roman va changer ma manière de raconter le monde? Vous le savez tous, parce que vous avez tous rêvé peut-être que votre histoire d'amour serait comme un film. C'est pratique, le scénario est déjà écrit. Hein, je peux raconter ce que je suis en train de vivre comme un film. Hein, comme si c'est emmerdant de devoir le raconter comme moi, parce que je ne sais pas comment faire pour raconter ces trucs-là. Je ne sais pas comment mettre les briques Lego pour comprendre ce qui m'arrive. Alors je suis content parce que je vais puiser dans un machin qui existe déjà, comme dans un film. Et je raconte. Le film me permet de raconter, et ça marche aussi avec le roman, le jeu vidéo, la bande dessinée, et que sais-je. Je peux raconter autrement ce truc qui est compliqué à raconter, qui est mon existence, parce que je suis un peu le nez dans le guidon, comme ça, toujours dans le présent, et je ne sais pas quoi faire. Hein, c'est comme quand on raconte son passé. Quand vous racontez votre passé, vous le racontez comment? Mode tragique, tragicomique, comique. Comme si on avait plein de manières de raconter le même événement ou les mêmes événements. Alors le post-apocalyptique va nous donner des moyens de raconter. Quoi? On ne sait pas encore. C'est toute l'ambiance de cette conférence, elle est là. Ce qui sera donné à 19h05, hein, comme réponse à la question. Voilà. Maintenant, si on rappelle que la catastrophe dans la science-fiction, c'est une sorte de métaphore, alors on peut se dire, s'il existe plusieurs manières de raconter la fin du monde, donc plusieurs types de catastrophes, peut-être que chacune de ces catastrophes est une métaphore. C'est pour ça que je vous ai prémâché le travail, j'ai identifié 5, c'est juste ce que je dis, oui, 5 courants de catastrophes différentes. Hein, vagues atomiques, écologiques, robotiques, biologiques, numériques. Je vais passer un peu plus de temps sur certaines, un peu moins sur d'autres, et je vais commencer évidemment par les catastrophes les plus connues, c'est-à-dire le propos du film Dr. Strangelove. Voilà, choix du public, hein, ce soir. Je ne l'ai pas mis parce qu'il ne faut pas non plus faire trop de promos pour le FIF. Donc, la vague atomique, c'est peut-être la plus connue. Bon, aussi, c'est une des plus récentes, parce que c'est évident, je ne sais pas si vous connaissez ce roman qui s'appelle The Day of the Triffids, hein, le jour des Triffids, où une bombe nucléaire arrive, tous les êtres humains sont aveugles. Voilà. Et puis ce motif de l'aveuglement est intéressant parce qu'on le retrouve dans ce roman qui s'appelle Dark Universe, qui a été d'ailleurs traduit en français par Le Monde aveugle, où les êtres humains vivent sous terre, ils ont perdu le sens de la vue. Par contre, ils sont devenus un peu ultra bons pour repérer l'espace. Et puis, il y a un jour, évidemment, il y a toujours ça, un jeune homme, je crois, qui décide de remonter à la surface.
Pourquoi est-ce qu'on raconte... Ce motif de l'aveuglement, il m'intéressait parce que je trouve qu'il est pratique pour commencer une conférence sur la métaphore. En gros, est-ce que vraiment on est en train de dire qu'une catastrophe atomique va rendre les êtres humains aveugles? Non. Il y a plein d'autres problématiques à la catastrophe atomique, mais l'aveugle, ça va. L'aveuglement, ça va. Par contre, au niveau métaphorique, on se rend bien compte que je détruis le monde, les êtres humains sont aveugles. Le lien, il est facile. À quoi sert la catastrophe? À justifier l'aveuglement humain. Puis c'est quoi cet aveuglement? Bon, ben ça, il faut voir les trucs. Hein. Chacun, c'est différent. C'est-à-dire qu'évidemment, dans ces récits post-apocalyptiques autour de la catastrophe atomique, la question qui se pose, c'est la question de l'aveuglement. Et ça résonne alors bizarrement avec notre actualité. On voit réapparaître des questions du nucléaire. On pensait que c'était enterré depuis longtemps. Hein, et on revoit une sorte de moyen de dissuasion étrange. Ah, il y a toujours la perspective atomique. Et on se dit, mais comment on peut être aussi aveugle? Soudainement, la métaphore dans les récits post-apocalyptiques atomiques vont toucher l'aveuglement. J'ai profité de mettre un film que j'adore, qui s'appelle A Boy and His Dog. Est-ce que quelqu'un a vu ce film? À part Thierry. Parce qu'il va passer cette semaine. Et voilà. C'est un film incroyable. Déjà, c'est impossible de faire un film comme ça aujourd'hui. C'est le premier film de Don Johnson, quand même. Bon, ça, c'est un peu que pour les cadras. Et c'est un film amoral, pas immoral, amoral. Donc je ne peux pas vous raconter la fin pour si vous allez le voir cette semaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui va justement parler d'un monde après une catastrophe atomique dans lequel un individu humain se balade avec un chien qui parle, d'où le titre, adapté d'une nouvelle de science-fiction des années 70 d'un auteur qui s'appelle Harlan Ellison et qui va faire en sorte qu'à un moment donné, en fait, dans ce monde apocalyptique, il y a une sorte de société sous terre, une sorte d'utopie régressive où les gens sont là et cherchent à rester vivants comme le monde d'avant. Autrement dit, l'idée de la catastrophe, elle est utilisée de manière métaphorique pour représenter ce qu'on ne supporte pas, le changement. Et que lorsqu'on est face à une catastrophe, notre première tendance, c'est de revenir comme avant, ou de rester comme avant. On a tous dit cette phrase une fois dans notre vie, malheureusement, avec ce qu'elle implique, j'aimerais bien que ça soit comme avant. Oui, mais il y a un truc bizarre qui s'appelle la temporalité. Et le temps, lui, il avance. Même si on veut revenir comme avant, ce n'est pas possible. Par contre, il y a une métaphore là derrière. Quand on dit « je veux que ça revienne comme avant », ce qu'on dit, c'est « je suis triste ». Alors ça, c'est ce qu'on dit. Alors on le dit mal, parce que bon, on est rarement très bon, mais par contre, on dit « je suis triste ». Là, ça ne va plus. Donc j'aimerais que ça revienne comme avant. Et je sais que ce n'est pas possible. Donc ici, quand on va avoir une utopie régressive, c'est-à-dire en fait un monde clos, sous terre, où les gens vivent comme avant, on pourrait, évidemment, ce serait bizarre de dire « ah tiens, ça serait possible d'imaginer des communautés qui vivent sous terre », on doit penser plutôt à cette espèce de désespoir. Alors, ça devient une métaphore du désespoir. Lorsque je suis désespéré, je peux m'accrocher, et c'est malheureux évidemment, alors là je ne ferai pas de gag, à cette espèce de sentiment que tout s'effondre, et tout ce qui me reste, c'est l'image d'avant. Hein, une sorte de mausolée comme ça. Une autre, voilà un petit Mad Max, une autre vague assez connue de la science-fiction post-apocalyptique, c'est celle qu'on appelle écologique. Alors elle est connue pour deux raisons. Un, parce que dans les années 70-80, il y a eu beaucoup de films à tendance écologique, et puis ça revient en masse depuis la fin des années 90, à cause évidemment des discours sur la climatologie. Et là, ce soir, je crois qu'il y a Solent Green, ou après, ou maintenant, ou je ne sais plus. Je vais prendre... Ah oui, bon. Je vais prendre... Alors, Solent Green. Bon, déjà, pensez à un truc ultra bien. Il y a un métier génial dans les années 70 qui s'appelle traducteur de films américains en français. Parce que le film s'appelle Solent Green, donc le soja vert, et en français, c'est soleil vert. On dit sun, peut-être, pour le soleil. Et on est en 2022, comme vous pouvez le voir sur l'affiche que j'ai choisie, l'affiche originale du film. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui ne vont pas aller le voir, ceux qui vont le voir, il ne fallait pas venir, vous êtes dans un monde surpeuplé, vraiment surpeuplé. D'ailleurs, il y a, pour les puristes cinéma, il y a un générique. Enfin, je ne me rappelle jamais, je ne suis pas très cinéphile comme ça, mais il y a le générique du film où on voit en fait les images des États-Unis des années 70. Le film sort en 74. 3 6 par là. Il y a des images qui sont incrustées dans le générique d'entrée où on voit en fait des caméras qui filment plein de voitures dans les embouteillages. C'est-à-dire, en l'occurrence, on nous dit voilà le présent, puisque les gens ne sont pas bêtes, ils savent bien que les images ont été tournées aux États-Unis au moment où le film était en production. Donc en fait, on voit le monde réel, le monde tel qu'il est, tout le monde dans les bouchons, on est content, hein, fin du mythe américain de la voiture, liberté, etc., c'est devenu une prison. Donc cette prison, les gens sont tous dedans, et on comprend que ce monde est en train de partir en cacahuète, le nôtre,
quand si on est en 72, 73, 74, 76, par là. Et donc, quand on arrive dans le monde de Solent Green, on se dit, ah, voilà vers quoi on va. Donc le monde est surpeuplé, qui est une des grandes problématiques humaines des années 70, la surpopulation. On ne peut plus nourrir les gens. Donc on est passé par l'artificiel. Oui, ça fait longtemps qu'on se demande comment on va faire pour nourrir la population. Et puis, on suit un personnage qui s'appelle Charlton Heston. Vous le voyez ici, là. Voilà, lui. Bon, ça ne se voit pas très bien ici, mais qui doit résoudre une sombre histoire une sorte d'enquête comme ça. Et dans ce monde surpeuplé, on nourrit les humains avec des Solent Green, donc si vous voulez, des pastilles en soja gratuites qu'on donne aux gens. Et dans l'affaire ou plutôt dans l'enquête qui est suivie par Charlton Heston, on se rend compte au bout d'un moment, donc je suis obligé de spolier, que en fait, ces petites machins-là sont pas du tout créées de manière artificielle en laboratoire comme ça, mais elles sont créées à partir des corps humains, puisqu'à 60 ans, il y en a qui ont de la chance dans cette salle, à 60 ans, vous mourrez. Quoi qu'il arrive, avec un peu de Beethoven, des images de Bambi, enfin pas Bambi le dessin animé, là, enfin les animaux, hein, des fleurs, tout ça, et donc on vous endort, avec l'anecdote assez célèbre du fait que l'acteur était effectivement atteint d'un cancer en phase terminale, donc seul Charlton Heston savait, donc ses larmes sont des vraies larmes, etc. Ce qui ne nous empêche pas, à nous, sans savoir ça, de pleurer. Et il passe dans une sorte de machine qui le digère, hein, et qui sort en Solent Green, en petite pastille verte. Alors là, il faut être un peu bizarre pour se dire, ceci est notre futur. Et ça, la science-fiction, c'est dans ces moments-là où ça ne marche pas. Et c'est ces moments où on se dit, oulala, c'est ça qui m'attend. Et c'est comme si vous voyez Matrix, puis que vous pensez sincèrement que c'est comme ça que ça se passe. Non. Vraiment, tout est fait pour vous dire non. Par exemple, ça se passe dans le futur. Tout est fait pour vous dire non. Ouais. Par contre, on peut se dire, ah tiens, je me rappelle l'autre type qui a parlé des métaphores. En quoi est-ce que le Solent Green serait une métaphore? En gros, de quelle... Enfin, cette image, ce petit truc-là, hein, alors l'écran, évidemment, ça passe sous forme d'objet, c'est la métaphore de quoi? C'est l'image de quoi? Maintenant, on imagine, vous avez un monde surpeuplé, où les gens sont obligés de mourir à 60 ans, où il n'y a presque plus rien à manger, où on nourrit les gens gratuitement avec le corps, enfin les restes du corps digérés par une machine des êtres humains. On commence à se dire peut-être, hein, pour les meilleurs d'entre vous, c'est-à-dire vous tous, on commence à se dire, ah, peut-être que cette catastrophe dans Solent Green, c'est la métaphore du fait que dans le capitalisme tardif, l'homme se nourrit de lui-même. Et là, posé, fin. Oh, merde. Ah non. L'homme se nourrit de lui-même. Mon truc qui bug. Soudainement, on se rend compte que toute... D'ailleurs, c'est la dernière séquence du film, le point de Charlton Heston, pour ceux qui ont vu le film. Ah, ils nous nourrissent avec nous-mêmes, ou je ne sais plus exactement la citation, hein, où on se mange parmi, enfin, il ne dit pas ça comme ça, mais en gros, c'est ça. Soudainement, on va utiliser le récit distancié, on va utiliser la science-fiction pour venir pointer une évidence qu'on a tous. C'est-à-dire qu'en fait, dans une société capitaliste, si on se nourrit du monde, dans les ressources, et puis qu'on a appelé vers les fin des années 80, le personnel d'une entreprise des ressources humaines, peut-être qu'on se nourrit des ressources humaines. Et ça nous agace un peu. Parce qu'on a tous eu ce sentiment que seul le cinéma ou la fiction est capable de nous donner, que finalement, ouais, on se fait un peu bouffer quand même. Et en plus, alors quand on est en bas, on se fait bouffer, et quand on est haut, on bouffe. Voilà. C'est comme ça qu'est construit Solent Green, comme ça, hein, puisque les riches peuvent faire autre chose. Donc soudainement, voilà, dans la science-fiction, je ne vais pas commenter le jour d'après parce que bon, je m'en sors plus. Il y a cette idée qu'on va utiliser des images, des métaphores pour nous dire voilà comment on peut raconter autrement. Donc maintenant, là, si le jour où vous serez chef d'entreprise, si vous avez un de vos collaborateurs humains, on ne sait jamais, oui, c'est un ordinateur, il n'y a pas besoin, mais si c'est un collaborateur humain qui est devant vous, ben, comment on va raconter cette relation ? Est-ce qu'on va le voir dans une relation de productivité? Si vous allez bosser chez Nestlé, ça a des chances. Ou est-ce que dans une relation empathique? Ou est-ce qu'on va essayer de créer un rapport humain avec tout ce que ça implique de merdier? Parce que dès qu'on est humain avec quelqu'un, c'est l'enfer. Hein.
Vous avez déjà remarqué ça, c'est seulement les machines qui n'ont pas de problème. Donc dès qu'on commence à être humain, ça va pas très bien. Alors Solent Green, ça nous dit, c'est ça. En fait, on vit dans un monde où on passe notre temps à nous nourrir des autres. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que quand en Suisse, moi je me rappelle parce que j'étais enfant, lorsqu'en Suisse, on est passé des gestions du personnel à ressources humaines, tout le monde a trouvé ça normal. Et aujourd'hui, on vous dit, je suis allé voir les RH. Sérieusement, il existe une figure de style inconnue en littérature qui s'appelle la brachylogie. Voilà, d'un coup, brachylogie, c'est les WC. C'est quand il y a un truc un peu pas bien, un peu glauque, on va pas dire je vais aux toilettes. Vous voyez, c'est mal poli. Ou je vais, pire. Je dis je vais au WC. Comme c'est une anagramme, comme c'est le mot m'échappe, mais ça commence par A, acronyme, voilà. Comme c'est un acronyme, on se dit 2 lettres, WC, ça veut rien dire. Mais parce qu'on va cacher une sorte d'évidence qu'on connaît tous, puisque ça nous arrive tout le temps, c'est qu'il existe des trucs bizarres dans le corps humain qui doivent sortir. Voilà. Et donc on ne peut pas dire ça, c'est mal poli, donc on fait ce qu'on appelle une brachylogie. Alors quand on dit aujourd'hui je vais voir les RH, on devrait voir ça comme une brachylogie. Pour éviter de dire aux gens vous êtes une ressource, qu'allez voir le service des ressources, on dit je vais au RH, ça fait vachement sérieux, je vais au RH. Mais en fait, on n'est pas des ressources, et vous le savez parce que personne d'entre vous a cette expérience. Mais grâce à Solent Green, je peux dire, arrêtons de raconter ma vie comme si je n'étais pas une ressource. Je le suis. J'aimerais bien que ce ne soit pas le cas. Qu'on respecte votre dignité, tout ça. Non, on est des ressources. Le capitalisme, c'est pas un petit truc comme ça, ça a conquis la planète très vite, en 200 ans, ça a tout bouffé, ça fout le bordel, ça nous bouffe nous, ça vous empêche de dormir, ça fait qu'à 50 ans, vous commencez à dire « Oh là là, faut pas que je perde mon job ». Donc ça, c'est le capitalisme. C'est comme le christianisme, mais sans Dieu. Voilà. La consolation, par contre, c'est que dans le christianisme, le truc cool, c'est après. Le paradis, tout ça. Dans le capitalisme, c'est maintenant. Je consomme. Voilà. En fait, si vous voulez, chaque fois que vous commandez un truc, moi aussi, en fait, c'est notre consolation pour expédier des ressources. Voilà. Et ça nous pose aucun problème. Voilà, zéro. Ni au patron, ni aux employés. Sauf quand on est un peu en mode découverte de quelqu'un, oui, je ne suis pas une ressource. Non, vous êtes une ressource, moi aussi, c'est très bien comme ça. Donc, ça, c'est la question de l'écologie. Vous voyez, soudainement, on va avoir des films qui ne vont pas tellement s'intéresser aux problèmes écologiques, mais ils vont trouver comme excuse l'écologie pour montrer que l'écologie est un épiphénomène, je deviens sérieux, de quelque chose d'autre. Le jour où je veux consommer le monde, autrui en particulier, lorsque je veux consommer le monde, alors je rentre dans une logique capitaliste qui va avoir comme conséquence nécessaire l'épuisement des ressources. Et donc, inévitablement, tous les phénomènes problématiques qui surgissent de l'épuisement des ressources. Autrement dit, l'écologie n'est pas les problèmes écologiques ne sont pas la conséquence d'un comportement inadapté de l'être humain vis-à-vis de son ampoule, mais vient d'un problème symbolique de consommation et digestion du monde de l'être humain. Et un film comme ça devient un peu plus intéressant, comme ça on dit « Oh là là, il y a tout ça dans ce truc ». Eh bien oui, en fait. Ça ne sert à rien de dire aux gens « Vous faites n'importe quoi dans votre consommation courante ». Parce que les gens ils disent « Ah ouais, c'est vrai, je ne me sens pas bien, je vais sur Amazon ». Donc on doit essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on consomme. Qu'est-ce qui fait qu'on consomme? Et on se rend compte que finalement, ce n'est pas étonnant que l'explosion des sociétés de consommation années 50 et suivantes suivent comme par hasard ce qu'on appelle le capitalisme tardif, c'est-à-dire des cycles qui font qu'on consomme de plus en plus. Et au 1900, si vous avez des grands-parents ou arrière-grands-parents sur vos âges de 1900, c'est aberrant de consommer comme ça. Aberrant. Pas parce qu'ils étaient écolos, c'est aberrant. On ne cherche pas ça. C'est absurde en fait. À part les quelques riches du village, le reste, non, pourquoi on va consommer plus? Enfin, ça va, on a notre pain, notre fromage, ça se passe. Par contre, on ne va pas forcément consommer l'autre non plus. Et ce qui est marrant, c'est que les figures de consommation de l'autre, elles apparaissent dans les années 1920, le robot, puis ensuite Solent Green. Bon, je fais un raccourci. Troisième vague, la vague robotique. Voilà. Alors, maintenant, on est rodé, c'est bon. Quelle heure il est? Pas mal. La vague robotique, c'est pratique, bon, on a compris la métaphore, on dit c'est quoi un robot dans la science-fiction? C'est pas un robot. Voilà. Vous voyez, Terminator, par exemple. Bon, j'ai pris le 2, mais bon, bref. Voilà. Donc, ça ne nous parle pas de la guerre du futur entre les humains et les robots. Voilà. Ça, c'est bon,
faisons le truc, c'est facile. Parce que si vous voulez parler de la guerre du futur entre les humains et les robots, pourquoi vous cherchez des acteurs qui sont des robots humanoïdes? C'est comme dans le Blade Runner. Pourquoi vous, dans le 1, rappelez-vous cette séquence qui a fait un peu peur à tous les enfants des années 80, quand ils s'ouvrent le bras, comme ça, on voit le machin, tout ça. On nous parle de quoi, en fait? Alors on prend du recul, on dit, peut-être que c'est une image impertinente. Est-ce que le Terminator, le T-800, est un humain? Image impertinente. Okay, hein, la catastrophe écologique, c'est les ressources humaines. Bon. Alors, le Terminator est un humain. Quelles sont les propriétés de ce Terminator, de ce robot? Pas d'empathie, pas de sensualité, pas de chair, tout ça est superficiel, un mécanisme. À quel moment vous avez l'impression que les gens autour de vous sont les plus inhumains? Lorsqu'ils fonctionnent de manière mécanique. D'accord? Autrement dit, Terminator, dans la droite ligne, hein, c'est 2 ans après Blade Runner, va exploiter une sorte de vieille métaphore, enfin pas si vieille que ça, des années 60, qui a été inventée par un écrivain de science-fiction qui s'appelle Philip K. Dick, qui est la métaphore du robot humanoïde, utilisé pour exprimer le fait que dans une société capitaliste, c'est un ouvrage de contre-culture, dans une société capitaliste, on exploite la ressource, mais 2, on empêche les gens d'être des humains, c'est-à-dire d'avoir de l'empathie. Et si je n'ai plus d'empathie, je deviens un robot, au sens que je deviens mécanique, je suis prévisible. Vous voyez, c'est comme quand vous sortez le nouvel iPhone. Je ne fais pas de pub, je n'ai pas d'action chez Apple. Quand vous sortez un nouvel iPhone, vous savez pertinemment, et c'est quand même bizarre quand on y réfléchit 2 minutes, que le lendemain, il y a plein de gens qui vont faire la queue pendant des heures pour l'acheter. Alors qu'on dit tous on est libre, différent, singulier, machin, etc. Bah, il s'avère que tous les samedis après-midi, à Fribourg, comme à Lausanne, comme à Yverdon, les gens n'ont qu'une idée en même temps dans les magasins. Moi, je sais pas, moi, c'est pas pour vous, mais moi, je trouve qu'il y a une certaine mécanique. Hein, et soudainement, on voit apparaître dans les années 80, c'est-à-dire juste après, hein, en plein, ce qu'on appelle le néolibéralisme, l'apparition du néolibéralisme, c'est-à-dire en fait l'explosion de la société de consommation, on voit apparaître des films, Blade Runner, Terminator, etc., qui vont métaphoriser cette idée que l'être humain est devenu une machine. Et c'est ce qui fait que dans Terminator, il y a une opposition entre les machines faites pour tuer, consommer la ressource, et puis les humains qui tombent amoureux. Après, c'est un peu compliqué, parce que c'est des voyages dans le temps, tout ça. Cette idée-là, on la retrouve aussi dans, je ne vais pas parler de Matrix, mais on la retrouve aussi dans Ex Machina, qui est un film que j'aime bien, pour ceux qui l'ont vu. Oui, je trouve génial parce que le sous-titre d'Ex Machina est incroyable. Oui, dans l'affiche, je ne sais pas si vous arrivez... Non. Alors, dans l'affiche, il est marqué ça, Ex Machina, What happens to me if I fail your test? Quand je dis la phrase, on va le faire en français, que m'arrive-t-il si j'échoue au test? Quand je lis cette phrase, qui c'est qui l'a dit? Moi. C'est pour ça que les récits en je et à la caméra subjective marchent très bien, c'est moi. Enfin, ça favorise l'identification. Hein, lorsque je lis ça, je dis « Que m'arrive-t-il si j'échoue au test ?» Et qui nous dit cette phrase? Nous. Puis on voit bien que sur la fiche, la personne qui dit cette phrase, bah, c'est ce robot, hein, qui est la femme qui est testée par 2 hommes. Donc si vous voulez, c'est un huis clos, il y a 3 personnes, il y a elle, bon, plein de gens morts, et 2 êtres humains, 2 hommes en l'occurrence, un homme qui veut s'accoupler avec un robot, enfin avec les robots, bon, il se dit, bon, c'est un robot, il n'y a pas de problème, et puis un autre homme qui ressemble beaucoup à Mark Zuckerberg, qui se dit, enfin ingénieur un peu moche, 18 ans, comme ça, qui tombe amoureux, à juste titre, de cette jeune femme, et qui se dit, bah, je vais te sauver, parce que je sais que l'autre, il veut s'accoupler avec toi, et puis en plus, tu es dans un laboratoire enfermé. Donc je vais te sauver. Et cette femme, elle dit, enfin, c'est ce robot, hein, comment je peux échapper à ça? C'est en fait, en gros, si l'autre est amoureux de moi, c'est une forme de pression, surtout qu'elle n'est pas tellement amoureuse de lui. Hein. Bon, après, ça se comprend. Hein. Et puis, l'autre, bah, elle a bien compris que si elle ne s'accouplait pas avec, elle y passait. Hein, quand même, parce qu'il y a d'autres robots qui sont un peu listés dans les armoires. Là. Autrement dit, on va utiliser une image, une métaphore, pour nous parler d'une autre vague post-apocalyptique. Quelque part, bizarrement. Hein. Non plus la vague, disons, écologique ou autre, mais celle où l'être humain est en train de disparaître, non plus en raison d'une catastrophe générale ou globale, mais en fonction de ce qu'on appellerait dans Ex Machina l'instrumentalisation d'autrui. Lorsque j'attends de l'autre qui remplisse sa fonction, ordinateur, robot, alors je suis en train de le transformer métaphoriquement en robot, et je n'accepte pas, en fait, qu'il puisse se comporter autrement. Parce que qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne vais pas demander à personne. Qu'est-ce qu'il se passe si quelqu'un n'accomplit pas sa fonction?
bah vous changez. Donc vous consommez. Hein, on ne se dit pas pourquoi, tu n'accomplis pas ta fonction, etc. Donc soudainement, on va voir apparaître des images dans la science-fiction post-apocalyptique qui vont parler de cette espèce de disparition de l'humain. Alors des fois, elle est physique, le monde est détruit. Parfois, elle est beaucoup plus symbolique. L'humanité de l'autre disparaît parce que l'autre, il sert à, il me sert à. J'ai fait exprès de faire ça pour la biologique, alors pas pour Je suis une légende parce que j'aime pas ce film alors que j'adore le roman, mais après je suis un peu un puriste, mais pour la planète des singes, je trouvais ça marrant. Vous allez me dire, de quoi il nous parle. Si vous avez vu le reboot de la planète des singes, vous savez que donc on crée un médicament contre Alzheimer. Et puis ceux qui ont vu les origines savent, il y a le scientifique sympa, qui est l'acteur assez beau, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Jane Franco. Putain, pour une fois que je me rappelle de l'acteur. Qui invente, parce qu'évidemment son grand-père ou non son père est malade. Aux États-Unis, il faut toujours qu'il y ait un lien affectif. Hein. Donc comme son père est malade, il invente un médicament pour soigner Alzheimer. Et il s'avère qu'il teste ce médicament sur les singes. Et la boîte, la compagnie disons, économique qui finance le médicament dit bon, on ne peut plus attendre, on est vraiment, faut distribuer ça. Et à la fin du film, on voit un truc marrant, on voit les singes qui deviennent intelligents grâce à ce médicament. Pour soigner Alzheimer, et puis les humains qui sont décimés. Dans le générique de fin, on voit qu'à cause de l'avion, hein, c'est Covid avant l'heure, évidemment, ce virus se propage sur Terre et la plupart des êtres humains meurent. Sauf que, quand vous avez vu, ceux qui ont vu ce film, tout le monde a un peu pitié des singes, parce qu'ils sont maltraités par les humains. Vous avez déjà vu ça. Oui, c'est un peu comme dans... Non, je ne vais pas faire cet exemple. Là, si vous avez vu ce film, il y a plein de petits singes. Ah, c'est chou. Ah, bah, oui, bah, on comprend que les humains disparaissent. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que ce n'est pas des singes. C'est des images de synthèse. Ah, si vous avez déjà eu un singe dans les bras, ça ne vous regarde pas un peu comme le chapeauté dans Shrek. Hein. Normalement. Hein, ça ne fait pas ça. Donc, autrement dit, on est en train d'avoir de l'affection pour une image de synthèse, l'infographie numérique. Ce qu'on voit encore plus dans la dernière vague, qui est la vague numérique. On va commencer à avoir de l'affection pour les images de synthèse. Et on se dit, ah bah l'être humain doit partir, il doit disparaître. Rappelez-vous la dernière séquence, pas pourquoi j'ai mis Avatar 2, la dernière séquence d'Avatar, hein, où il sort de son corps, hein, son corps humain, il le quitte pour devenir un pur Navi, c'est-à-dire un pur extraterrestre, mais en fait une pure image de synthèse. D'ailleurs, je vous rappelle que ce qu'on appelle les avatars, c'est les personnages de jeux vidéo. Hein. Ce n'est pas du tout des extraterrestres sur une autre planète. Cette vague, elle est intéressante. Je l'aime bien, cette vague numérique, parce qu'elle montre que le post-apocalyptique, c'est-à-dire que la disparition de l'humanité, n'est pas nécessairement liée avec la représentation de la disparition. Hein, il n'y a pas besoin que la Terre soit complètement, disons que l'être humain soit éradiqué pour qu'on se questionne sur la suite de la chose. Dans Avatar, moi j'aime beaucoup ce film parce que, il est très mauvais, mais j'aime beaucoup ce film pour une raison suivante, c'est que je suis avec mes lunettes 3D. Enfin, je ne sais plus comment on appelle ça. Ce faisant, pour apprécier l'image, je suis obligé d'avoir ces lunettes, sinon c'est... Voilà. Le personnage principal d'Avatar, c'est un GI paraplégique, qui va se prouver, par le biais de multiples compétences, qu'il est capable d'être aussi fort que son frère jumeau, parce que c'est parce que son frère jumeau est mort qu'il est arrivé. Donc moi, j'ai un lien avec le personnage d'Avatar, c'est que moi aussi, je suis en situation de handicap pour voir l'image. Parce que je ne la vois pas sinon. Donc j'ai mis un truc comme ça, là, une interface, ça me permet de pouvoir voir l'image et de la recomposer au niveau neurologique. Donc je suis assez proche de lui, qui est aussi paraplégique comme ça, et donc quand il rentre dans un caisson, vous savez, en science-fiction, les caissons, c'est toujours les métaphores des cercueils. Toujours. Hein, vous ne rentrez pas dans un caisson pour aller mieux. Pensez à Alien, tout ça, ça va toujours pas bien. Vous réveillez, il y a un machin dans l'estomac qui vous bouffe, quoi. Enfin, c'est quand même pas de bol. Donc, le caisson, c'est vraiment le cercueil. Donc, il se met dans un cercueil, pour le corps, évidemment, et son esprit part dans ces espèces de poupées qui sont dans le film, au niveau du film, des poupées, mais évidemment, au niveau de la nature de l'image, hein, si je réfléchis à la nature de l'image, c'est de l'infographie numérique. Hein, c'est-à-dire que c'est l'image numérique. Ce sont des avatars. Il rentre dans son avatar. Il y a une image, on va dire, profilmique, l'acteur tel qu'il est, avec sa chair, hein, etc. C'est lui. Et il va devenir, grâce à cette espèce de transfert étrange, une image infographique. Et à la fin du film, lorsque, je vous passe les détails, il décide de quitter son corps, bon, il est tombé amoureux. Alors, c'est compliqué, alors, bon, je ne peux pas faire autrement. Donc, quand le film sort, on dit « Ouh là là, c'est l'histoire de Pocahontas. » Okay. Ou alors,
ouh là là, c'est la preuve que l'être humain est pas bien puis qu'il maltraite ces pauvres extraterrestres. Ou alors, ah, c'est un film écologique. Non, non, les gars, c'est pas du tout ça. C'est un film qui s'appelle Avatar. C'est un film qui nous dit qu'est-ce qu'il se passe lorsque je passe mon temps à espérer un jour finir dans les réseaux virtuels. Ce qu'on appelle aujourd'hui le métaverse. C'est-à-dire, si je suis capable de passer de plus en plus de temps, je prends toujours cet exemple, si vous swipez à gauche, j'ai appris le... Si vous swipez à gauche, votre téléphone portable, on vous dit combien d'heures par jour vous avez passé sur votre écran. Ça, c'est ironique. C'est ultra cynique. Et vous dites, pendant ces 6 heures, j'ai été dans l'écran. Vous dites, oui, je ne suis pas dans l'écran. Okay. Mais en gros, c'est ça. L'origine de Matrix, c'est un roman qui s'appelle Neuromancien. Et l'auteur de ce roman qui s'appelle William Gibson voit 2 enfants jouer à l'Atari 2600, hein, 12 couleurs, et il se dit, où sont ces enfants? Il dit, ils sont dans la matrice. Ils ne le sont pas physiquement, mais leur attention, ce qu'on appelle l'économie de l'attention, leur attention est dans la matrice. Et c'est pour ça que dans toute cette veine qu'on appelle cyberpunk, comme le film Transcendance, on connecte les gens, c'est une manière métaphorique de parler d'une autre connexion que nous on éprouve, essayez de sortir chez vous sans vos téléphones portables. Mais vraiment. Il y en a certains parmi nous, moi le premier, qui vont commencer à avoir un peu des espèces de trucs bizarres dans le rythme cardiaque, qui m'a écrit, voilà, vous voyez, il y a un truc un peu qui se passe, comme ça, organiquement. Donc Avatar, ça nous dit, et si on était en train de vivre intégralement dans un monde virtuel? Alors c'est pour ça que le film Avatar, il y a une histoire très jeu vidéo, il y a des méchants, il y a des gentils, on est un gentil, on apprend avec sa maman, parce que on apprend toujours avec sa maman, comme c'est un film américain, on tombe amoureux de sa maman. Forcément. Donc, on veut quitter ce qu'on était avant. Donc, on est avec maman amante, comme ça. Et on se dit, ah, mais les autres sont des méchants. Alors maintenant, je vais un peu les tuer. Et puis, j'associe une espèce de dragon géant, on se dirait dans je sais pas, League of Legends, comme ça. Voilà, et je tue les humains qui peuvent rentrer chez eux comme avec des armes. Ouais, les navis étaient beaucoup moins sympas. Hein. Quand les humains partent, ils ont des armes. À la dernière séquence du film, en disant, bon, les gars, vous cassez, sinon... c'est pas le bon sauvage de Rousseau. Qui est quand même un peu plutôt ingénu comme ça. Ils partent et soudainement sur Pandora, qui s'appelle Pandora parce que les humains l'appellent Pandora, tout comme le monde virtuel est souvent vu de manière extrêmement négative par ceux qui n'y sont pas, sur Pandora, il ne reste plus que les images infographiques. Et ça, c'est ce qu'on appelle vivre dans le métaverse ou dans les mouvements extrêmes du transhumanisme, l'uploading, pour ceux qui connaissent. Donc, pour terminer, parce que chacun a des films, joli, 19h, l'idée de la métaphore, elle est intéressante parce qu'elle nous rend compte qu'on ne nous raconte pas l'histoire de survivants dans un monde qui va nous arriver comme ça. On nous montre qu'on est déjà des survivants. On est déjà dans un monde détruit. On a déjà instrumentalisé les hommes et les femmes. On a déjà consommé nos voisins, nos employés ou nos employeurs. On a déjà passé plus de temps par jour, 6 heures par jour en Europe, la moyenne sur les réseaux sociaux. Et après, vous n'avez pas le temps de boire un café avec vos amis, vos enfants, vos parents. Vous n'avez pas le temps. 6 heures. Sérieux. On est déjà des survivants. Et vous voyez comment la science-fiction, elle fait un truc assez marrant, c'est qu'elle va se dire comment je vais faire pour que les gens comprennent? Elle va prendre une des grandes ressources symboliques de l'esthétique qu'est la métaphore. Elle va se dire, et si je montrais que les robots, c'est nous? Une chanson, les robots, c'est nous. Pardon, non, c'est un truc des inconnus. Passons. Que finalement, dans Avatar, c'est moi qui passe mon temps à sortir du handicap de mon corps, qui est toujours pesant, lourd, qui sointe, enfin, vous voyez, tous ces trucs-là, alors que c'est ça, la vie. Hein? Il faut aseptiser tout ça, mais quand j'aseptise tout ça, puis que je continue à pas sentir ce qu'il faut, c'est-à-dire en fait rien, parce que ce qu'il faut c'est rien, il faut que j'enlève le corps, parce qu'il reste ce truc-là, puis j'enlève le corps, puis je deviens quoi? Un avatar. Donc vous voyez comment la science-fiction va jouer de la métaphore, de l'image métaphorique, de l'impertinence, pour nous dire on est tous déjà des catastrophes. Donc le post-apocalyptique, et c'est pour ça que j'aimais bien, au début je n'ai pas compris, l'apocalypse avant le cinéma, le titre de la conférence, qui est donc pas de moi, je me suis dit, pourquoi? Et après je me suis dit, mais en fait c'est marrant, l'apocalypse, vous le savez, ça veut dire en grec la révélation. Hein, donc c'est pas un truc triste, hein, l'apocalypse, ça révèle. Le livre de l'Apocalypse écrit par Saint Jean, c'est la révélation de la fin du monde. Déjà, c'est une révélation pour Jean, et puis en même temps, ça raconte la révélation. Et je me dis, et si ces films-là étaient tous des films apocalyptiques, qui nous révèlent un truc qu'on n'a pas du tout envie de voir? Parce qu'on est on n'est pas bon avec
hein, l'image de nous comme ça. Enfin, quand on est glorieux, oui. Quand on est moins bon, on dit, bon, c'est à cause de... Puis il y a toujours un père et une mère quelque part, c'est à cause d'eux. Moi, je suis blanc comme neige. Et peut-être que ces films viennent, non pas parler de nos parents, ça serait marrant, mais viennent en fait nous parler de ce truc étrange qui est de dire, mais c'est toi qui es dans un monde détruit. C'est toi qui, tous les jours, contribue à détruire le monde. Pas de manière punition divine. Hein, mais si je vous dis, arrêtez, enfin, pas à vous, mais si je suis un film, et je vous dis, c'est vous qui passez votre temps à vous comporter ou à vous rapporter aux autres comme un robot. Je peux faire un truc marrant, je peux dire, ah ouais, effectivement, ouais. Si je suis pas content quand quelqu'un fait pas ce que j'attends, ce que je fais très souvent par ailleurs, en fait, je lui demande d'être un robot. Alors je peux peut-être travailler un peu là-dessus pour que le monde soit meilleur. Pour que mon monde déjà et le monde de ceux qui m'entourent soit meilleur. Ça ne veut pas sûr que je vais y arriver. Il y a même peu de chances que j'y arrive. Mais je suis conscient de ça. Alors que si je pense toujours que c'est moi le robot et puis les autres, ils essaient de m'avoir, je suis foutu. Donc vous voyez, c'est ce que j'ai dit à la fin. Les catastrophes de la science-fiction, atomique, écologique, robotique, biologique et numérique, révèlent d'abord nos tendances bien humaines à construire notre disparition. Et c'est peut-être en cela que ces films-là, bien loin d'être tristes, désespérants, horribles, nanana, en fait, ils sont pleins d'optimisme. Ils ont un truc fou, c'est qu'ils croient que l'être humain est capable de changer. Et ce qui est drôle avec cette question du changement, c'est que dans la métaphore vive, qui est ce texte de Paul Ricoeur dont je vous parlais avant sur la métaphore, il dit, grâce à la métaphore, grâce à la capacité qu'on a de décrire autrement le monde. Ah tiens, je me comporte comme un robot, enfin je te vois comme un robot, j'ai pas envie de ça. Si je suis capable, disons, de décrire autrement le monde, alors je peux le changer. Alors que si je le vois comme tel qu'il est, le monde est comme ça. Oui, c'est toujours un peu les vieux qui disent oui, c'est comme ça. C'est jamais comme ça. C'est comme ça parce qu'on décide d'être comme ça. Mais si je dis j'en ai marre de voir Linus comme un robot, c'est pas le cas, hein, je vais peut-être faire attention dans mon quotidien à tous ces petits signaux faibles chez moi, et ce faisant, je construirai peut-être un peu moins notre disparition à nous tous. Donc je crois vraiment, et je terminerai là-dessus, ce qui laisse aux gens l'occasion de partir, et ceux qui restent poser des questions, le fait de dire que le post-apocalypse est peut-être l'optimisme, ou nos optimismes, ou ces films qui, contrairement à la déchéance de l'humain, à la fin des sociétés humaines, va plutôt révéler la capacité qu'on a, énorme, de changer le monde. Et je crois que depuis Cro-Magnon jusqu'à aujourd'hui, on a plutôt démontré cette capacité à changer le monde qu'à se dire c'est comme ça. Parce que c'est peut-être ça, c'est comme ça, la plus grande disparition, avec celle qui nous rend incapables des fois de lire les métaphores. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc là, il y en a qui doivent partir. Ceux qui veulent rester pour des questions, je suis à votre disposition encore 25 minutes. Max, hein. Mad Max. Merci. Oui. Est-ce que je te donne le micro? Pardon. Comme ça, Où vous entendez? Moi, j'entends assez bien. Mais peut-être pour les autres... Ok. Les pour l'enregistrement. Merci. Par rapport à Mad Max, vu que le nom arrive sur la scène, est-ce que le gars qui a fait le premier Mad Max, qui était un budget, je crois, très, très, très limité, etc., il avait tout ça en tête? Alors, on me pose très souvent la question et je suis un peu embêté pour vous répondre. Moi, j'ai envie de dire non, hein, parenthèse. Mais... Ouais, mais c'est... Alors, je vais essayer quand même de vous... Mais j'ai toujours trouvé des exemples qui sont un peu signifiants. Alors, la réponse, elle est sûrement non. Sauf que la plupart de nos comportements et de notre sensibilité, on n'en a pas conscience. Il y a plein de choses que vous faites dans votre quotidien. Je pense que si je vous suivais avec un drone, je me dirais, tiens, c'est marrant, il agit comme ça, enfin vous là en l'occurrence, hein, et il y a plein de gens qui agissent comme ça. Mais il n'y a aucun moment où vous vous êtes dit, si je fais ça, c'est parce que plein de gens le font. D'accord ? Vous avez l'impression que c'est votre liberté qui s'exerce et qui fait par exemple que vous dites, ah tiens, si je veux me faire des belles vacances, je vais aux Seychelles. Il y a des millions de gens qui vont aux Seychelles chaque année. D'où vous est venue cette idée ? Vous êtes sûr que c'est la vôtre. J'ai prévu d'aller aux Seychelles, faire des vacances paradisiaques. Bon, quoique, je sais pas, hein, mais voilà. Enfin, c'est des vacances ennuyeuses, je crois, surtout. Donc, je veux aller aux Seychelles parce que c'est paradisiaque. Cette idée, vous êtes convaincu que c'est la vôtre, mais persuadé. Or, on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment la vôtre. Ce qui est assez drôle, et je vais répondre par le biais de la fiction, c'est que ce soir, vous avez le film Stalker qui sort. Et le film Stalker, enfin qui est projeté, de Tarkovsky, il est adapté d'un roman qui s'appelle Pique-nique au bord du chemin, moins connu, des frères Strugatsky, de 72.
Et la question fondamentale, c'est juste que le christianisme de Tarkovsky change un peu le pitch, quoi. C'est, imaginez des extraterrestres qui viennent sur Terre, qui font un pique-nique, qui partent. Ils laissent des zones un peu bizarres, et l'être humain est profondément blessé dans son orgueil parce que les extraterrestres ne les ont même pas vus. Ils ont rêvé. C'est comme vous avec les pique-niques au bord du chemin, vous ne voyez pas les fourmis. Hein, bah vous êtes la fourmi. Donc en fait, on change les échelles et on dit l'être humain, c'est la fourmi. Donc il y a des zones dans lesquelles les stalkers vont pour récupérer des trucs. Et un des objets mythiques, vous allez voir pourquoi je fais ce détour, de cette zone, c'est dans le film de Tarkovsky, c'est la chambre des désirs. Dans le roman des Strugatsky, c'est une sphère des désirs. Et il y a une légende qui dit que lorsque vous retrouvez cette sphère, on ne sait pas ce que c'est, hein, si vous donnez votre vœu le plus cher, il se réalise, à condition que ce soit votre vœu à vous. Parce que si ce n'est pas votre vœu à vous, vous mourrez. Donc on vous raconte un peu l'histoire un peu glauque du roman, c'est assez glauque. Et le stalker va trouver cette sphère. Dans le film, il y a Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on rentre dans la chambre des désirs, il y a la transcendance. Donc ça va. Dieu réalise votre désir parce qu'il le connaît mieux que vous. Donc, dans le roman et laïque, il n'y a pas de Dieu, hein, extraterrestre. Donc il trouve et il dit, mais il ne faut pas que je merde. Parce que si je dis un désir qui n'est pas le mien, bah j'y passe. Alors il passe en revue comme ça les trucs et il se rend compte qu'il n'a pas. Donc je prends cette espèce d'exemple pour vous dire tous les vœux qu'on a, être heureux, gna gna gna, avoir une maison, partir aux Seychelles, acheter ceci, tout ça, est-ce que ça vous appartient? Si ce n'est pas le cas, si vous récupérez ces choses-là, alors vous comprenez bien qu'un réalisateur, qu'un être humain comme un autre, il peut avoir un fonds de commerce, entre guillemets, de choses qu'il a apprises, qu'il pense être à lui, qu'il a mélangé, mixé, qui vont faire que, indépendamment de sa volonté, hein, c'est moi qui veux ça, il y ait dans l'agencement des choses du sens. Vous voyez ? C'est pas nécessairement lié à la... C'est comme si le fait qu'il y ait la volonté, ça veut dire que c'est maîtrisé. Mais la plupart des artistes ou des grands artistes, c'est pas forcément la capacité de maîtrise qui compte, c'est la sensibilité à ces petits désirs peut-être du quotidien. Hein? Donc c'est clair que quand on voit Mad Max 1, je veux dire, bon, on résonne extrêmement fort avec l'actualité du début, fin 70, c'est quoi, 79 Mad Max 1 ? C'est ça, hein, même année que Alien. On résonne avec ce truc-là, la guerre du pétrole, on est juste après les crises, le crack pétrolier. Et en même temps, il y a cette désertification. Et si on prend un truc tout simple, vous avez d'un côté un monde désert ou désertifié, enfin voilà, désert. Et de l'autre, en 79, vous êtes au sommet de la société de consommation qui va être dénoncée dans les années 80, hein, où il y a pléthore de trucs. Donc le monde est extrêmement chargé d'objets. Hein, c'est les 30 glorieuses, les gens achètent, partent en vacances n'importe où, les avions, les gens fument encore, c'était cool dans les avions. Voilà, ça c'est fin des années 70, début 80. Explosion du progrès scientifique, libéralisme économique à mort. Puis dans Mad Max, c'est rien. Le monde, il est en pénurie. Et quelque chose quand même un peu... Surtout que ce qui vient intéressant, c'est de dire, on va essayer de coller l'un à l'autre. On va dire, tiens, et si le monde dans lequel je vivais, il était en pénurie en fait? Et si tous ces objets n'était pas l'autre chose que la pénurie. Donc, vous voyez, on ne sait pas s'il a pensé à ça ou pas. Mais ce qui est marrant, c'est que ça colle extrêmement bien. C'est une manière de raconter le film. Donc voilà, je ne peux pas répondre à ça. On pourrait voir dans la génétique des films, est-ce qu'il y a des interviews, puis après, il faut faire gaffe aux postures. Oui, je savais. Mais concrètement, je crois que ce n'est même pas très important. Puisque de toute façon, s'il y a un film, c'est pour qu'on s'en empare. Et quelque part, on voit des images qui font sens. Hein, l'idée du désert, de l'aveuglement, de toutes ces choses-là, c'est vraiment un des grands motifs du cinéma des années 70 dans le post-apocalyptique. Et si tu me permets, Marc, c'est vrai qu'il y a eu des interviews et l'arrivée de George Miller dans le cinéma mondial était assez incroyable parce que cet homme était médecin, hein, il était docteur avant de faire son premier film. Et il faut aussi le resituer dans le fait que c'est un film australien. Et que lui, il a dit, je me souviens très bien à l'époque, il disait en fait c'est le film de l'inconscient australien, c'est-à-dire cette solitude d'être sur un continent qui est presque grand comme les États-Unis, avec la population de la France, où il y a ces routes, il n'y a que ça, des routes de la solitude. Et après, il y a tout l'entourage. Alors évidemment, moi j'étais critique de cinéma, on fait ça à longueur de journée quand on est critique de cinéma. Pourquoi tout à coup il fait Mad Max? Il faut penser à Peter Weir, je pense, il faut penser à Picnic, un autre
Picnic à Hanging Rock, mais aussi Peter Weir qui fait un film peu après ou peu avant un de ses premiers films, qui s'appelle Les voitures qui ont mangé Paris, où il y a déjà cette espèce de mécanique. C'est une période où effectivement les voitures, la crise pétrolière des années 70, et je dirais même, c'est très curieux parce qu'en fait ces années 70, qui concernent une autre section dans le festival ici, ont créé toutes sortes d'images qui sont très très fortes, de remise en question, disons, de tout ce qui existe. C'est dans le post-apocalyptique, c'est dans la comédie. Les années 70 méritent une sorte d'hommage, je dirais, par rapport à des images iconiques qui ont marqué le nombre de remakes de Mad Max qu'il y a eu après, est juste hallucinant, jusqu'en Italie. Est-ce qu'il y a une autre question ? Merci beaucoup pour cette conférence. Je suis très ennuyée parce que je suis totalement réfractaire à la fiction jusqu'à maintenant. Et je me rends compte que je suis arrivée à un tournant parce qu'après cette conférence, je me sens obligée de faire autrement. Dommage que mon mari ne soit pas là parce que lui, il est très pro-fiction. Alors, on a régulièrement des conflits à la maison. Ma question est, comment je vais faire pour voir des films de science-fiction en ayant en filigrane tout ce qui a été dit ce soir ? Bon, déjà, il n'y a pas forcément... Alors, ce qui est intéressant avec la science-fiction, indépendamment de la fiction, c'est qu'elle a été pendant... c'est plus tellement le cas aujourd'hui, mais pendant longtemps, elle était un peu mise à part. En fait, il y avait la fiction, qu'elle soit littéraire, cinématographique ou autre, puis il y avait la science-fiction qui était quand même considérée, dans les pays francophones, essentiellement, un peu pour garçons, adolescents, un peu fantasmatique, voilà. Ce qui fait qu'en fait, le problème de la science-fiction, c'est que pendant assez longtemps, jusqu'aux années 80-90, il y a très peu d'études sérieuses sur la science-fiction. Autrement dit, on ne sait pas comment les lire, ces livres, ou comment voir ces films. On n'a pas les codes, en fait. Or, les codes sont fondamentaux. C'est comme on apprend aux enfants. Il était une fois, c'est un code du conte de fées. Voilà. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, le conte de fées ? On sait qu'on n'est pas au registre, enfin, qu'on doit interpréter les contes de fées. Il y a un truc symbolique, il y a un parcours initiatique. Enfin, on apprend ça à l'enfant par le biais de ces codes. Dans la science-fiction, quand on nous dit « Ah tiens, on va voir le futur », c'est la preuve qu'on n'a pas les codes. Donc, à un moment donné, on est obligé d'avoir les critiques ou les gens qui connaissent un peu ça, qui disent « Bon, on va prendre un peu le retard, et puis on va commencer à dire ou à parler des codes. » Pas tellement pour que tout le monde commence à voir la science-fiction à l'aune de ces codes, mais qu'on commence à se poser des questions. Le grand problème de la culture populaire ou du divertissement populaire, c'est qu'on ne se pose pas de questions. Vous voyez, c'est comme les garçons, parce qu'à l'époque c'était les garçons, maintenant il faut faire gaffe avec tout ça, mais qui disaient « je vais au cinéma pour me vider la tête ». Type, j'ai la tête trop pleine. C'est comme aller vider une bière un peu. Et puis je prends... Donc en fait, je ne vais pas poser des questions. Or, à mon sens, ce qui est peut-être le plus intéressant face à la fiction, c'est la capacité à lui poser des questions. On parle de la problématologie, la capacité à poser des questions à un objet. Voilà. J'ai un objet devant moi, je lui dis « Ah, un objet ». Je me vide la tête, m'en fous. Mais si je dis « Pourquoi il est comme ça ? Puis c'est quoi ce truc ? Puis c'est quoi ce robot ?» Puis ça, c'est fatigant de poser ces questions-là. C'est fatigant, parce que des fois, on n'aime pas trop poser des questions aux choses. Et je crois que l'approche que j'essaie d'évoquer avec la question de la métaphore, c'est une des multiples approches de la science-fiction. Il y en a plein d'autres. Et sûrement que celle-là, aujourd'hui, elle marche assez bien, mais dans 10, 20, 30 ans, il y en aura peut-être d'autres. Donc je crois que le but, ce n'est pas tellement comment je regarde de la fiction ou de la science-fiction, mais dans quelle mesure je suis capable de lui poser des questions. Et c'est drôle ce que tu disais avant, parce que quand j'ai commencé mes études, je ne connaissais tellement pas la science-fiction que j'ai lu Le Seigneur des Anneaux. Je me disais, c'est bizarre, il n'y a pas de technologie. Et donc, j'avais aucun code, zéro. Je disais, bon, maintenant que j'ai commencé, je vais me faire ces 1500 pages quand même. Donc, la question de savoir si on doit savoir des choses avant, je pense que c'est une erreur. Je pense que la question, elle n'est pas là. La fiction, c'est ce qui est le plus intime dans l'être humain. Quand nos enfants naissent, on leur raconte des histoires. On leur raconte, pour le bien et pour le moins bien, des histoires de fiction, les contes de fées. On leur raconte leurs histoires familiales.
alors qu'on n'en sait strictement rien hein, de ce qui se passait dans la tête du grand-oncle. On passe notre temps entouré d'histoires qu'on raconte, puis qu'on affine, puis qu'on transforme, puis qu'on échange, puis qu'on partage, puis qu'on continue. Puis après, quand on a des enfants, on fait la même chose. Par exemple, on a des petits-enfants, on fait ça, puis on devient un sénile, parce qu'on raconte toujours les mêmes histoires, parce qu'évidemment, il y a moins d'événements dans le quotidien, donc il faut raconter ce qui a déjà eu lieu. Donc c'est ce qui est le plus intime dans l'être humain. C'est peut-être plus intime que la plupart des autres activités qu'on fait, en fait. Un enfant, c'est Barthes qui dit ça, il rentre dans un monde de mots et d'histoires. Évidemment, à la fin de sa vie, à l'enterrement, on raconte quoi? On dit, ah bah lui, alors ça peut être un sombre salaud, mais on va lui dire, il a vécu sa vie en homme intègre, etc., etc. On va raconter son histoire pour une dernière fois. Hein. Donc, je crois qu'aujourd'hui, pour moi, ce que je trouve assez beau dans notre monde aujourd'hui, c'est qu'on est entouré de fiction et une consommation de fiction hallucinante. Hein. Les séries TV, évidemment, ce qui marche le mieux au monde, hein, c'est le jeu vidéo. Quand même pas oublier, hein. C'est quand même la plus grande industrie économique du monde de divertissement, c'est le jeu vidéo. Le cinéma à côté, c'est rien, hein. La musique, c'est rien. Le jeu vidéo, c'est beaucoup plus. Donc on est entouré d'histoires, on consomme de l'histoire et tout ça. Par contre, est-ce qu'on pose des questions à ces histoires? Et ça, c'est peut-être ça devrait décomplexer tous les spectateurs. Est-ce que je suis capable de poser la question? Est-ce que lorsque je vois un film, c'est quoi ce truc? Hein, peut-être pas qu'est-ce qu'il essaie de me dire, comme si le réalisateur était le prophète ou le romancier. Vous voyez, quand vous parlez, vous écrivez, quand tu lis une pièce de Racine, ça fait bien longtemps qu'il est mort. Hein. Donc ce qu'il espérait, Shakespeare, la même chose. Et pourtant, il y a des types, ils passent leur temps à se dire, on va poser des questions à ce texte de 1700. Quoi. Et parce que ce texte, il résiste à la réponse. Il a une capacité de résistance à la réponse. Il y a des milliers ou des centaines de milliers de livres qui ont été écrits sur Shakespeare. Ce type-là, il n'a pas pensé à la moitié de ce qu'on a écrit sur lui, même pas la moitié, le milliardième de ce qu'il a fait. Mais il a une capacité de faire qu'on a envie de poser des questions. Et je crois que c'est peut-être un des bons critères pour la fiction ou la science-fiction en particulier, c'est quelles sont les œuvres, et ça va dépendre de chacun, qui résistent, à qui on a envie de dire « Ah ben là, il y a encore un truc qui me dérange ». Et indépendamment, finalement, du statut de notoriété, par exemple, du réalisateur. Hein, je me rappelle de l'époque de Pulp Fiction. Tout le monde dit, c'est super, Pulp Fiction, tout ça, parce que c'est Tarantino. On dit, ouais, pourquoi? Mais c'est comme les étudiants à l'université qui disent, ah, Flaubert écrit bien. Ils disent, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il écrit bien? On dit, bah, parce que quand même, pourquoi? Enfin, pourquoi c'est beau, quoi? Puis les gens ne savent pas. Parce qu'on a récupéré. Pourquoi c'est bien Pulp Fiction? Ah, mais parce que c'est Tarantino. Mais pourquoi c'est bien? Si je ne suis pas capable de poser les questions, pourquoi il y a ces couleurs étranges dans Pulp Fiction? Pourquoi le récit est cassé? C'est quoi un Pulp magazine, accessoirement? Hein, c'est quoi un magazine Pulp? Ça vient d'où? Ah tiens, je vais aller voir ça. Ah, c'est comme ça. Ah tiens, c'est marrant, les couvertures, elles sont super saturées de couleurs. Pas étonnant que dans le film, il y ait de la saturation de couleurs. On s'est posé une question toute simple. Pourquoi c'est bien? Puis après, on cherche. Puis c'est ça qui, à mon avis, rend les films ou autres intéressants. C'est pas ce qu'on connaît, c'est ce qu'on a envie de connaître. Est-ce qu'il y a encore une C'est un peu théologique. une question? Moi, j'en aurais une aussi en passant. D'abord, en fait, ce que tu as dit m'a fait penser à une chanson géniale Ouais. de Jacques qui s'appelle Pourquoi c'est comme ça, et où le refrain c'est quand je demande pourquoi, on me dit que c'est comme ça, mais j'ai compris, je voulais savoir pourquoi c'est comme ça. Et le deuxième, c'était plutôt une question sur les limites du récit, en fait, sur son dehors, son autre, parce que, ou autrement dit, est-ce que tous les récits sont centrés sur l'humain? Est-ce qu'on ne peut comprendre que des histoires qui arrivent à des subjectivités? Et je pose ça à partir d'une expérience de lecture, un livre qui s'appelle Le champignon de la fin du monde, et qui raconte comment la récolte d'un champignon qui arrive à recultiver des terres dévastées au Canada met en jeu en fait une communauté migrante indonésienne avec ses héritages et le fait qu'ils vendent ces champignons-là au marché japonais, avec de l'autre côté l'extractivisme à la canadienne. Et tout ça, c'est décrit dans un livre d'anthropologie par une dame américaine d'origine chinoise. Donc, en fait, c'est une histoire que je ne vois pas racontée en récit, en film, en quelque chose qui nous prend. Et du coup, si tous les récits sont anthropocentrés, est-ce qu'on pourra sortir de ça pour aller vers un monde plus écologique? C'est bien, toi, tu as des questions faciles. Un peu. Moi, j'ai une petite question. Je commence par une chanson, histoire de détendre l'atmosphère, et après.
Bon, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que si tu me poses la question, c'est que tu es un être humain qui l'a lu. C'est-à-dire, en fait, fondamentalement, tous les écrits, c'est la même chose pour le cinéma, sont destinés à des êtres humains. De fait, le marché de l'édition littéraire, c'est pour les humains, que ce soit du récit de fiction ou non. Le film, c'est quand même vu par des humains. Je pense que Thierry est content que dans les salles pour les projections, ce sont des humains et pas des chats qui n'ont pas payé leur entrée. Il faut quand même à un moment donné... donc, première chose, je pense que le récit se destine à l'humain. Même quand finalement le mobilier du récit, c'est pas de l'humain, c'est les Schtroumpfs, hein, par exemple. Donc, l'autre chose, c'est Lacan qui disait ça. Il disait, c'est quoi le réel, hein? C'est aussi la question que pose Kant. Il disait, quel est le bruit que fait un arbre dans la forêt si je ne suis pas là pour l'entendre? On me dit, bah, c'est facile, il fait le même bruit que quand je suis là. Ah, comment tu sais? Ouais, c'est une question un peu à la Matrix. Ah, comment je sais que je ne suis pas un personnage de rêve? Parce que je peux être un personnage de rêve qui rêve que je... C'est une des choses assez fondamentales du récit, c'est qu'effectivement, on est face au réel. L'être humain, quand on est, on ne comprend pas. Aujourd'hui encore, on est adulte et on ne comprend pas plein de trucs. On se dit, ah tiens, je comprends un peu parce que mes parents m'ont appris, puis la société m'a appris que bon, dans cette situation, il faut que je me comporte comme ça. Puis après, quand je change de culture, je me rends compte que ça ne va pas. Il y a des cultures où les gens vous parlent à 10 cm, ça fait que vous reculez, vous dites, pourquoi ils me parlent comme ça? Et puis pour lui, c'est tout. Pourquoi il part? Et donc on apprend. Puis on apprend à chaque fois. Donc le réel, on ne sait pas ce que c'est. Tout ce qu'on sait, c'est que le réel, il est toujours mis en forme. Par une culture, par des valeurs, par des principes, par des histoires, par ce qu'on veut. Des mythes aussi. Donc je crois que le récit, c'est fondamentalement humain, plus qu'anthropocentré, dans le sens que c'est une tentative de mettre de l'ordre. Ah ouais. C'est Aristote qui disait « L'histoire est toujours contingente et seul le récit paraît complètement nécessaire ». C'est-à-dire qu'en l'occurrence, le récit, et Lacan disait ça, il disait « Ah, il y a plein de fois où il y a le réel, la mort. Voilà, quelqu'un qui meurt, je sais pas, des trucs glauques, quelqu'un de proche qui meurt, ça ouvre une béance comme ça. On dit on n'a pas de mots, hein, comment je fais? Et il y a une sorte d'ouverture comme ça, terrifiante, qui fait qu'il faut tisser, il faut racoler les trucs. Et je crois que le récit a cette fonction de remettre en fait du symbolique, c'est-à-dire de tisser du symbolique pour créer de l'ordre. Ricoeur disait souvent, comment vous savez, tous les soirs vous dormez pendant, ça dépend si on est en festival ou hors festival, mais vous dormez entre 6 et 10 heures par soir. Comment vous savez le matin quand vous vous réveillez que c'est vous? Bah, vous avez un truc super qui s'appelle la mémoire, ce qui fait qu'un nouveau-né soit compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez dire, ah ben je sais qu'hier j'ai fait ça, puis avant j'ai fait ça, puis avant j'ai fait ça. Il y a même un film qui joue avec ça qui s'appelle Dark City. Hein, on vous injecte des faux souvenirs. Donc en fait, on passe notre temps à tisser en fait. On n'aime pas tellement, mais on ne sait pas comment tisser. On ne sait pas face à la mort, vous faites comment? La première fois que vous tombez amoureux, vous faites comment? Comment vous savez que c'est ça? La mort, ça va à la rigueur. Mais tomber amoureux, on ne sait pas, ça peut être beaucoup moins drôle que beaucoup plus drôle que la mort. Alors on se dit, bah, on va discuter autour de nous, puis les gens disent, ah bah, tiens, tu sens le cœur qui bouge, ça va. Je dis, bah, ça c'est un peu l'amour. Ok. Alors peut-être s'il bat pas trop, c'est un petit amour. Peut-être qu'un jour, voilà. Et on apprend. Et puis en plus, on raconte. Tu vois, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu sortais du métro, puis on va mythifier le truc, ça devient super. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est un méga bol. Prenez le métro d'après, c'était fini, il y a un film qui fait ça d'ailleurs. Et donc on passe notre temps à raconter, parce que si on n'est pas capable de raconter, alors il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de sens. Et s'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de sens. Donc par rapport à ta question, je pense que ce n'est pas que les récits sont anthropocentrés, c'est que je crois qu'il n'est pas possible pour un être humain de ne pas raconter, même si c'est en image. Pas tellement pour devenir écologique. Je ne crois pas qu'on peut devenir écologique, sinon ça s'appelle de la propagande. Devenir écologique. Maintenant, on vous met des trucs pour que vous deveniez écologique. Le meilleur truc à faire, c'est de lobotomiser les gens. Comme ça, les gens sont écologiques, ils ne bougent plus. Donc, le fait, c'est comment je donne du sens à mon existence par le biais d'un ailleurs qui s'appelle le récit. Et je crois que c'est ça la fonction du récit. C'est cette capacité à nous... Il y a un théoricien de la fiction qui s'appelle Jean-Marie Schaeffer qui dit
le problème de l'être humain, c'est qu'il est bloqué dans son point de vue. Et ça, c'est chiant. Hein, c'est-à-dire en fait, vous êtes dans votre point de vue et tous les autres points de vue vous paraissent moins bons que les vôtres. De toute façon, sinon, vous commencez à vous en vouloir d'exister. Donc, comment je fais pour sortir de mon point de vue, c'est-à-dire pour ne pas être que dans mon point de vue? J'ai un truc super qui s'appelle la fiction, qui me permettait d'adopter plein d'autres points de vue. Et ce faisant, parce que j'adopte un autre point de vue et que j'éprouve une émotion, c'est-à-dire qu'en gros, on parle de vivre une autre vie dans un autre monde, quand je reviens à ma vie, je suis riche d'un nouveau point de vue, puis d'un nouveau, puis d'un nouveau, puis d'un nouveau. Puis si j'ai lu 10 000 livres, j'ai 10 000 points de vue. Ça ne veut pas dire que je vais me rappeler des 10 000. Et soudainement, c'est une ode à la complexité humaine, mais qui fait que n'importe quel être humain, face à une situation, comment devenir écologique, il dit « je ne sais pas ». Donc j'essaye des trucs, je change mes ampoules, je change de voiture. Je me dis, si je prends de l'électrique, c'est bon. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, l'électrique, il va falloir produire quand même de l'électricité. Si tout le monde passe à l'électrique, on est mal. On n'a pas les infrastructures qu'il faut pour ça. Donc comment on va les produire, ces infrastructures? Ah tiens, le retour du carbone. Donc c'est pas important. Je crois que c'est peut-être en ça que le récit est toujours humain. Il y a un théoricien qui parle d'homo fabulator. Il dit l'être humain est celui qui raconte des histoires. Et une des fonctions peut-être de se raconter des histoires, c'est que c'est la seule manière de mettre un peu d'ordre dans ce bordel monumental qu'est l'existence. Et qui fait qu'on ne sait jamais en plus si ça marche. Et donc on recommence, puis on recommence. Et je pense que la fiction nous aide à ne pas toujours recommencer de la même manière. Ou alors de mettre un peu de bordel dans l'ordre qu'on veut nous imposer. Bon, moi je suis pour la révolte, mais je ne peux pas trop... On est à 19h29. Ah ouais, c'est vrai. Si quelqu'un... En fait, je m'arrête là. Je vous arrête là. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Merci. Marc.